Mon nom est Simon Duperron. Je suis auxiliaire de recherche au laboratoire de cyberjustice et j'animerai la discussion aujourd'hui. Pour discuter des enjeux juridiques liés à la gestion de la pandémie de COVID-19, nous accueillons Maître Chantal Bernier, associée au cabinet Dentons et chef du groupe de pratique cybersécurité et protection de la vie privée, ainsi que Maître Elisa Henry, associée au cabinet BLG et co-leader du groupe de pratique respect de la vie privée et protection des renseignements personnels. Alors, mesdames, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je vais donc vous laisser la parole pour vous présenter avant qu'on commence avec les questions. Comme vous avez dit, depuis 2014, je dirige la pratique de droit à la vie privée et cybersécurité chez Dentons. Je suis arrivée chez Dentons après la fin de mon mandat comme commissaire au commissariat à la protection de la vie privée du Canada de 2008 donc jusqu'à 2014. Merci. Maître Henry. Alors moi, je suis donc associée au sein du cabinet Borden Ladner Gervais où je co-dirige le groupe vie privée cybersécurité depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans. J'étais avant ça dans un autre cabinet. J'ai eu aussi une vie professionnelle en France. J'ai commencé ma carrière en droit des technologies. Et les questions récurrentes que nous traitons en ce moment, Maître Bernier et moi-même, touchent beaucoup au Covid-19. Donc, on est ravis de répondre à vos questions aujourd'hui. Nous, on est très contents de vous avoir. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'on a un paquet de questions et je suis sûr qu'il va y avoir plusieurs questions du public à la fin. Donc, j'aimerais commencer cette discussion en abordant les enjeux liés au déconfinement et au retour au travail, parce qu'on sait que le déconfinement est bien amorcé dans toutes les régions du Québec. Plusieurs entreprises reprennent leurs activités graduellement et vont chercher à assurer la sécurité de leur milieu de travail pour leurs clients et pour leurs employés. Donc, dans ce contexte, quel type de renseignements est-ce qu'un employeur peut demander à ses employés et quelle vérification est-ce qu'un commerçant, lui, pourrait effectuer vis-à-vis de ses clients? Maître Bernier, si vous voulez commencer avec cette première réponse. Moi, je vous dirais que d'emblée, il faut faire une préface à la réponse à cette question. C'est-à-dire qu'il faut éclairer que toute considération du type de renseignement ou de la portée des renseignements que soit un employeur, soit un commerçant peut recueillir est véritablement déterminée non pas de façon fixe, par une règle fixe, mais par le contexte. C'est donc toujours contextuel. Et ce contexte, il est défini selon ce qui est nécessaire de façon démontrée et qu'il n'y ait pas d'autre alternative moins attentatoire à la vie privée pour arriver au même objectif. Alors, pour répondre à votre question en termes généraux, et je pourrais laisser Maître Henry aller plus dans les détails, je vous dirais que les paramètres généraux, c'est qu'un employeur peut recueillir de ses employés tout renseignement personnel qui est justifiable selon les réalités opérationnelles de ce milieu de travail. Et je vous réfère à ce moment-là à l'arrêt La Reine contre Cole de 2012, Cour suprême du Canada, qui avait véritablement posé ces balises. Maintenant, dans chaque cas, cette application devra non seulement être démontrée, mais également il faudra faire voir qu'il n'existe pas une alternative moins attentatoire pour arriver au même objectif. Et je laisse Maître Henry donner les détails de comment ça peut s'appliquer. Parfait. Donc oui, c'est ça. Maître Henry, disons qu'un employeur, est-ce qu'il peut passer un questionnaire à ses employés? Est-ce qu'il peut prendre leur température quand ils rentrent au travail? Si on suit aux grandes lignes, justement, jurisprudentielles qui ont été établies. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Je pense que la première étape, quand on cherche hormis certains points qui sont très clairs, on va y revenir, mais je pense que dès lors qu'on cherche à effectuer des tests, des vérifications, qu'on soit employeur ou qu'on
qu'on impose un bracelet, qu'on mette des caméras thermiques, ou qu'on prenne des mesures, même de tester de façon sérologique les individus. La première chose à faire, c'est d'évaluer la mesure au regard des critères dont on vient de parler Mathieu Bernier, en effectuant une étude d'impact sur la vie privée. Est-ce que la mesure est nécessaire? Est-ce qu'elle est efficace? Et ça, on a beaucoup de questions sur l'efficacité des mesures, comme vous le savez. On voit beaucoup dans la presse sur certains tests, notamment, on se dit, est-ce que vraiment les tests sont précis? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que donc ça répond effectivement aux besoins de l'organisation, du commerçant ou de l'employeur? Est-ce que les bénéfices qui sont obtenus par la mesure compensent l'atteinte à la vie privée, donc la proportionnalité de la mesure? Et est-ce qu'il y a une façon moins attentatoire d'atteindre les mêmes fins? La mesure la moins attentatoire, qui est aujourd'hui adoubée par les régulateurs ici et ailleurs, c'est le bon vieux questionnaire. Présentez-vous des symptômes, on y répond tous quand on rentre dans un magasin ou dans quelques lieux actuellement. Voilà. Est-ce que vous avez des symptômes? Vous avez de la fièvre? Est-ce que vous toussez, etc. Ça, pour l'employeur également, d'ailleurs, c'est une des mesures, c'est la mesure recommandée universellement parce que effectivement, c'est plus attentatoire à la vie privée. Et la CNESSC s'est prononcée clairement en faveur de ce type de mesure. Maintenant, effectivement, si l'employeur conserve ces données pour d'autres fins, il les conserve au-delà de la simple autorisation rentrée-sortie dans l'entreprise, là, on peut avoir des questions. Mais si on se contente, ça c'est la seule mesure pour laquelle on a vraiment une réponse claire. Dès lors qu'on part sur des mesures qui sont plus intrusives, là, il faut vraiment se poser ces questions. Et le test de raisonnabilité au fédéral, c'est l'article 5.3 de PIPEDA, mais on l'applique ici au Québec également. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est efficace? Et l'efficacité, c'est un grand problème aujourd'hui dans les mesures de lutte contre le coronavirus, parce qu'on a des mesures qui sont de façon empirique boiteuses. On a une étude qui nous dit ça fonctionne, le lendemain on a une étude qui nous dit ça ne fonctionne pas. Donc on est sur des sables mouvants et il est important en fait tant pour les employeurs que pour les commerçants de réajuster ces mesures au fil de l'évolution du contexte épidémiologique dans lequel on vit. Et quelque chose qui peut-être il y a 2 mois était considéré comme aberrant, imposer de porter un masque par exemple au bureau, dans l'ascenseur, aujourd'hui est tout à fait acceptable, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment, en fonction de l'évolution de l'épidémie et de l'acceptabilité sociale des mesures, une sensibilité à prendre en compte. Et quand on ne sait pas, on prend la mesure la moins intrusive. C'est ça la règle. Tout à fait. Puis on va revenir sur la question de l'efficacité quand on va parler des applications de traçage tout à l'heure notamment. Donc, un autre volet du confinement, c'est le télétravail auquel on s'est habitué depuis quelques mois et qui comporte certains risques en termes de cybersécurité. On peut penser au fait que le réseau Internet personnel n'est pas nécessairement aussi sécurisé qu'un réseau Internet professionnel. On peut penser à des applications de vidéoconférence qu'on utilise maintenant tous les jours et qui ne sont pas nécessairement réputées pour leur sécurité, disons. Qu'est-ce que vous avez pu donner comme recommandation aux clients ou à des employeurs par rapport aux bonnes pratiques en matière de télétravail? Je lance la question à Maître Henry. Il y avait des bonnes pratiques qui étaient déjà établies par la jurisprudence sur ces questions de sécurité de l'information dans le contexte du travail. On a eu quand même la chance d'avoir des régulateurs qui ont très rapidement émis des lignes directrices ou des conseils plus formalisés dans les provinces. Et ces conseils, en fait, ils sont tous organisés de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont structurés autour des individus, des employés, donc de la culture d'entreprise, la sensibilisation à la sécurité de l'information, du signalement d'incidents. Donc, comment est-ce qu'on transpose ce qu'on faisait au bureau en étant à la maison? Des politiques qui sont adaptées aussi au télétravail. Donc, mais une sensibilisation vraiment des employés qui ne se rendent pas forcément compte que quand ils sont à la maison et qu'on laisse, comme je suis en train de le faire, des mémos clients comme ça sur une table, alors que j'ai une adolescente qui serait très intéressée par... bref, toutes les mesures de protection, de clean desk, etc., de les adapter, ça c'est quelque chose qui est un premier effort, évidemment. Le second pilier de ces mesures-là,
c'est la technologie. Donc, s'assurer pour l'entreprise d'avoir les VPN qui fonctionnent bien, les pare-feux qui sont mis à jour, des mots de passe, de la double authentification, de la mise à jour de mots de passe régulière, des mots de passe costauds. Donc, tout l'aspect vraiment sécurité technologique. Et puis, les processus aussi. Donc, d'avoir des politiques et des procédures qui viennent sous-tendre tout cela, qui sont mises à jour pour prendre en compte cette nouvelle réalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent avec, non pas leur ordinateur de bureau, mais leur ordinateur portable personnel, qui utilisent le réseau sans fil, non sécurisé, donc il faut s'assurer qu'on ait un VPN. Donc voilà, d'avoir les politiques qui permettent aussi d'encadrer cela et de prendre les mesures, le cas échéant, si elles ne sont pas respectées, pour recadrer les employés, le cas échéant. Mm-hmm. Justement, M. Bernier, est-ce que ces nouvelles politiques-là de télétravail sont difficiles à appliquer pour les employés? D'abord, j'aimerais revenir sur ce que Maître Henry vient de dire, que le télétravail existe depuis longtemps et donc soulève des risques à la vie privée depuis longtemps et fait donc l'objet de mesures, de recommandations depuis longtemps. Moi, je peux vous dire qu'au Commissariat à la vie privée du Canada, où on a fait plusieurs enquêtes qui reposaient véritablement sur une atteinte à la sécurité à cause du télétravail. Et Maître Henry vient de nommer plusieurs de ces vulnérabilités qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité. Des employés qui laissent des documents à la vue de tous parce qu'ils partagent une maison qui n'est pas sécurisée physiquement comme un emploi de travail. L'utilisation des appareils personnels, c'est une vulnérabilité qu'on avait déjà dénoncée. Il y a un nouveau risque qui ne me paraissait pas au début vraiment important à mentionner jusqu'à ce que le nombre malheureusement d'incidents s'accumule. Et c'est le fait de la sécurisation, comme on fait aujourd'hui, d'un contact Zoom ou d'un contact Microsoft Teams ou d'un contact vidéo en général. C'est-à-dire que ce contact vidéo montre votre environnement. Et donc, on a vu des incidents qui sont à première vue cocasses. Par exemple, le conjoint de la personne qui parle, qui passe en sous-vêtements derrière. Et là, bon, ben, c'est à la vue de tous, c'est à la télévision, etc. C'est cocasse au début, mais c'est très humiliant pour la personne en cause. Et puis, évidemment, comme on fonctionne en milieu de travail, eh bien, c'est également vraiment pas idéal pour la réputation de l'entreprise que vous représentez. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Premièrement, qu'il ne faut pas simplement se concentrer sur les risques à la cybersécurité. Il y a des experts qui, effectivement, se sont assurés, depuis le début de la pandémie, d'exclure certaines plateformes pour certains milieux de travail, de ne permettre que certaines autres plateformes, justement, pour des raisons de cybersécurité. Là où la vulnérabilité, malheureusement, continue à persister, c'est nous, chacun d'entre nous, dans notre utilisation. Et là, c'est vraiment dans s'assurer que si notre milieu de travail à la maison est partagé, on peut utiliser des protège-écrans pour que personne d'autre que nous ait accès à notre écran, voir ce qu'il y a dans l'écran. L'écran doit se fermer ou s'éteindre le plus rapidement possible dès qu'on le quitte pour que d'autres personnes ne voient pas ce qu'il y a à l'écran. Donc, je trouve très important que les employeurs aient une conversation avec leurs employés pour leur dire comment est-ce que vous êtes installé à la maison et en vertu de cette installation, voici comment vous devez protéger les renseignements personnels que dont l'organisation traite. Il y a certainement
certainement tout un apprentissage à faire des bonnes pratiques pour justement que la sécurité puisse être assurée dans le contexte du télétravail. Je passerai maintenant à plus une nouveauté, c'est-à-dire le projet de loi 64 qui a été déposé la semaine dernière et dont on entend quand même beaucoup parler depuis quelques jours parce que la présidente de la Commission d'accès à l'information, Maître Diane Poitras, avait déclaré dans le Devoir le 31 mai que les lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels ne permettaient pas d'encadrer adéquatement les applications de traçage des contacts dont on discute beaucoup également. Et puis, ces applications-là, depuis, il y a eu la publication du projet de loi 64 et ma question, justement, que je proposais à Maître Henry en premier, c'est est-ce que le projet de loi 64, avec les nouvelles notions qu'il apporte, soit les évaluations de vie privée et tout cela, serait plus apte à mieux encadrer l'utilisation des technologies dans le futur, selon vous? Écoutez, il ne faut pas oublier que notre loi québécoise, elle était pas toute jeune. Donc, on ne peut pas reprocher non plus à la loi actuelle de ne pas être capable de prendre en compte tous les éléments d'une application de traçage, bien que je pense que les dispositions existantes permettent, si on le veut, de les encadrer. Après, il faut un peu prendre position. Et parfois, c'est difficile pour les régulateurs de prendre position très clairement sur ces questions. Moi, je suis assez heureuse de voir ce projet de loi, je dois dire, parce qu'il est clair et que je pense que la clarté a ses vertus sur ces matières. Le fait qu'effectivement, alors je pense qu'il va un peu loin. On aura tout le temps d'en parler pendant tout l'été de ce projet de loi, mais je pense qu'il va peut-être un petit peu loin en exigeant des évaluations d'impact sur la vie privée pour tous les projets IT. Je pense que c'est beaucoup. En droit européen, on demande ce type d'évaluation obligatoire que pour les projets qui sont particulièrement intrusifs. Sinon, elles sont optionnelles pour les entreprises, donc je pense qu'on va un petit peu loin. Dans le cas des applications de traçage précisément, c'est tout à fait justifié de demander qu'il y ait une évaluation de l'impact sur la vie privée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans le dossier Mila, par exemple, dans lequel moi j'ai travaillé. Il y a tout de suite une étude d'impact qui a été faite et partagée avec les commissaires compétents. Je trouve qu'effectivement, pour ce type de mesures plus intrusives et qui peut faire peur parce que mal compris parfois du public, le projet de loi 64 répond à certaines de ces interrogations de façon assez efficace, de façon très protectrice aussi. Je pense qu'il y a certains éléments qui ont été très bien rédigés, d'autres qui le sont moins et qui auront besoin d'être adaptés d'ici l'adoption du projet. Mais oui, enfin, je veux dire, le consentement, la façon dont est articulée la question du consentement, de permettre le consentement implicite, ce genre de choses. Il y a des assouplissements dans la loi et des clarifications dans la loi qui sont, à mon avis, bienvenus. Madame Bernier. Oui, moi aussi, j'ai une réaction favorable. Et je dois vous dire que j'ai lu le projet de loi tant à partir de mon ancienne expérience comme régulateur que mon expérience comme avocate maintenant pour des compagnies. C'est-à-dire que je pense que tout le monde va y trouver son compte. De la même façon que Maître Henry, je considère que l'instrument d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, et je suis d'accord avec Maître Henry que je pense qu'il va falloir faire des modifications, il y a des nuances à faire de ce côté-là, mais ce que je veux dire en général, c'est que moi, de par mon expérience, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée sont le début de la protection. C'est non seulement bon pour la vie privée, mais c'est également bon comme hygiène, je dirais, de travail pour une compagnie. Alors, ça nous donne une structure pour se poser la question d'abord, avons-nous vraiment besoin de ces données personnelles que nous entendons recueillir? Pourquoi? Est-ce proportionnel? Est-ce qu'il n'y a pas une façon moins attentatoire d'aller chercher le même objectif? On ne peut pas nécessairement répondre à la question de l'efficacité dans un premier temps, mais on peut au moins se demander si il y a des données probantes
quant à l'efficacité possible. Et évidemment, l'efficacité peut être réévaluée après un projet pilote. Alors moi, de par mon expérience, parce que vous savez, à la fonction publique fédérale, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, pour toute initiative qui peut avoir des répercussions, c'est-à-dire qui est largement tributaire de données personnelles, doit faire l'objet de cette évaluation. Donc, c'est obligatoire dans tous les cas où il y a un risque d'atteinte à la vie privée. Cette évaluation est soumise au Commissariat à la vie privée du Canada qui fait des recommandations et donc on arrive en bout de piste avec un programme, une initiative qui réconcilie des objectifs de politique publique tout à fait légitimes dans un cadre d'utilisation des données personnelles également légitime parce qu'il est proportionnel. Alors, pour moi, ça, c'est véritablement le premier instrument, l'instrument de base pour que nous puissions donc évoluer technologiquement, toujours aller plus loin, mais toujours dans le respect de la vie privée. Et, il y a peut-être un autre élément, je pense qu'on... Oui, puis je rebondirais peut-être avec un autre truc que je voudrais vous soumettre, Maître Henry. Est-ce que les organisations du secteur privé sont outillées pour réaliser ces évaluations-là? Si elles le veulent, absolument. C'est vraiment, quand on veut, on peut. Hein. Il y a tout ce qu'il faut sur le marché pour en faire, soit avec l'aide d'avocats. Les projets complexes et très intrusifs, typiquement, on les réalise avec nos clients. Il y a aussi tout un pan d'activité qui s'est beaucoup développé dans l'Union européenne et qui arrive ici aussi de consultants en vie privée. Alors, il y a des risques, mais bon, ce n'est pas le même niveau de service non plus, mais qui aident à mener ce type d'études. Donc, les entreprises sont outillées. Il y a des cadres de référence qui ont été publiés par le commissariat fédéral. Bon, les outils sont là. Il y a un manque, je pense, de sensibilisation à la question dans beaucoup d'entreprises. Très souvent, moi, j'ai été appelée à faire de la conformité RGPD pour beaucoup d'entreprises. Et en fait, quand je soulève le tapis, je me rends compte qu'il n'y a aucune conformité au droit canadien qui a été réalisée avant. Ils ont eu tout de suite très peur à cause des amendes RGPD, mais ils n'étaient pas conformes au droit canadien. Donc, je pense que le projet de loi 64, avec les amendes salées qu'il prévoit, va un peu va réveiller tout le monde. L'autre intérêt auquel je pense, l'autre disposition importante quand on parle d'application de traçage ou de techniques intrusives, c'est le concept de protection par défaut dès la conception. Donc, c'est privacy by design. Alors, l'application, il faut que dès la conception, elle inclut ces protections et qu'elle collecte le moins de données possible et qu'elle minimise le plus possible. Et ça figure après dans l'étude d'impact dont a parlé Maître Bernier. Et ça permet, quand on lit l'ensemble du contexte que fournit l'étude d'impact, de réduire le risque d'atteinte à la vie privée parce que dès le début, les ingénieurs produits, les ingénieurs techniques se seront penchés sur cette question et auront conçu le produit de cette façon. Et c'est vers là qu'on va. Je pense que... Ouais. Justement, nous allons parler des... Oui, allez-y. Ouais, j'aimerais ajouter quelque chose, Simon, rebondir sur ce que Maître Henry vient de dire. Elle a parlé des technologues. C'est que ces évaluations, elles ne sont pas simplement juridiques. Alors, il y a la composante juridique, il y a la composante sécurité technologique. Et donc, l'évaluation a également cette grande valeur d'arrimer la technologie au principe de droit à la vie. Absolument. Très intéressant. Justement, qu'on on rentre dans les applications de traçage. Maître Bernier, vous avez publié un article dans la presse au mois d'avril, si je ne me trompe pas, où est-ce que vous indiquez que la première condition pour adopter les applications mobiles qui vont permettre d'appuyer les efforts de santé publique, c'est la démonstration empirique et transparente par le gouvernement de la nécessité de la mesure. Donc, en ce qui concerne les applications de traçage de contact dont on entend beaucoup parler, il y a différents types, on le sait, mais en général, c'est des applications qui ont un certain niveau d'atteinte
à notre vie privée. Est-ce que, selon vous, la nécessité de cette mesure elle a été démontrée? Et je vous pose cette question puisque de nombreuses applications semblent donner des résultats assez mitigés dans certains pays où elles sont utilisées, notamment l'Australie ou l'Islande, mais il y en a d'autres. Est-ce que la nécessité ici au Québec, elle est démontrée? Non seulement les applis qui sont utilisées en ce moment donnent des résultats mitigés, comme vous dites. Il y en a même une qui vient d'être retirée. La Norvège vient de mettre fin à l'application de son appli, justement après que son régulateur émette des réserves. Non seulement ce n'est pas encore démontré, ça n'exclut pas que ça ne le soit pas un jour, mais au moment où on en est, la nécessité, l'efficacité n'est pas encore démontrée. Non seulement ça, le critère à savoir est-ce qu'il existe des mesures moins attentatoires qui soient aussi efficaces, la réponse est oui. Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon a eu des résultats très impressionnants avec seulement 17 000 cas pour une population de 125 millions. Et lorsqu'on décortique comment le Japon en est arrivé à ça, on trouve qu'il y a véritablement deux facteurs qui les distinguent de tous les autres. Le premier, c'est qu'ils ne se serrent pas la main. Comme vous savez, ils se saluent à distance. Et deuxièmement, que le port du masque est tout à fait intégré dans la culture. Ce sont donc les deux grands facteurs qu'on isole au Japon comme étant le succès. Si on regarde l'Allemagne, qui a également été félicitée pour ses succès, là, on voit que ça a été toute l'infrastructure médicale en Allemagne qui a permis le dépistage et les tests et les résultats de tests produits très, très rapidement. Tout ça pour dire que non seulement on est encore à étudier l'efficacité des applis, on a également, en contrepartie, un argument de poids, c'est-à-dire celui que des mesures non attentatoires sont très efficaces. Et Maître Henry, vous avez conseillé NILA dans les récentes semaines concernant leur application. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de nécessité? Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, comme le disait Maître Bernier, il y a des façons moins attentatoires bien sûr, de limiter la propagation du virus. Mais je pense que ce contexte aussi, il est très culturel et que ici à Montréal, on se serre la main, on s'embrasse, on va dans le parc La Fontaine pique-niquer en pleine épidémie sans masque. Enfin, moi, je constate mon environnement immédiat. On est loin de la diligence et les précautions de certains pays asiatiques. Le Japon, la Corée, on fonctionne un peu différemment. Et le traçage manuel, on s'est rendu compte qu'ici, en tout cas, il avait ses limites parce qu'on était encore aujourd'hui le foyer de l'épidémie au Canada. Alors, je pense que des mesures purement volontaires qui pourraient réduire la propagation du virus, comme une appli telle que celle de Mila, qui malheureusement n'a pas été retenue, mais une appli respectueuse de la vie privée, Privacy by Design, passe contrôle du gouvernement, anonymisation des données, bon, tous les principes qu'on connaît quand c'est bien fait, je pense que ça peut être un outil utile. On est positionné aujourd'hui dans une grappe technologique d'intelligence artificielle à Montréal. Il y a quand même des investissements majeurs qui sont déployés et des ressources, des compétences qu'on a quand même rarement dans le reste du monde, et qu'il est dommage de ne pas en profiter pour essayer justement d'innover sur ces questions, surtout quand on pèse bien raisonnablement le véritable risque à la vie privée que certaines de ces applications présentent ou ne présentent pas. Et je pense qu'il y a eu une réaction très émotive sur cette question, alors que nous partageons tous les jours nos données fiscales, financières, de santé, de toutes sortes. De toutes sortes, sur des programmes de loyauté, sur des programmes. Bon, alors je trouve que la réaction à certaines de ces applications a été totalement déraisonnable. Moi, je crois beaucoup en la technologie pour aider dans ce contexte
non seulement à aider au déconfinement, quand c'est bien fait, mais aussi pour des fins de recherche statistique pour l'État, hein, de données agrégées, pas de données individuelles évidemment, mais de pouvoir prévoir et anticiper les prochaines pandémies, parce qu'il y en aura d'autres, on sait bien que ce ne sera pas la dernière, et qu'on ne se retrouve pas dans la situation dans laquelle nous sommes au Québec aujourd'hui. Mais vraiment, on se dit, bon, ça aurait pu vraiment basculer. Est-ce que la prochaine fois, on va être capable est-ce qu'on aura les données suffisantes pour mieux prévoir et mieux anticiper une pandémie, mieux y répondre? Moi, je pense que les applications, quand elles seront bien faites, seraient très pertinentes. Et une des choses que le MILA a fait, a rendu public un livre blanc concernant le développement de son application COVID. Et dans ce livre blanc-là, MILA mentionne que les données qui, je ne sais pas s'il faut dire, auraient été collectées ou seront collectées, dépendamment si COVID se retrouve à être déployé, peut-être pas au Canada, mais peut-être ailleurs, sont des données pseudonymisées et non des données anonymisées, de sorte que si on suit à la définition que le projet de loi 64 nous donne désormais, c'est des données qu'on pourrait permettre la réidentification d'un individu à partir de ces données-là. Maître Henry, pouvez-vous nous expliquer le choix qui a pu être fait d'opter pour la dépersonnalisation au lieu de l'anonymisation des données en ce qui concerne l'application comme COVID? Alors, la dépersonnalisation, la pseudonymisation, c'est une mesure de sécurité des données. Donc, la donnée demeure une donnée personnelle et ça demeure une donnée utile. En recherche médicale, tous les projets de big data et de recherche informatisée, pour utiliser un vieux terme, sur les données, nécessitent qu'il y ait quand même quelques identifiants dans les données, sinon la donnée est totalement inutile. Dans le cadre du projet COVID, la pseudonymisation allait très très loin. Donc il y avait très très peu d'identifiants associés aux données et l'identifiant permettant le diagnostic positif, le cas échéant d'une personne, était transmis, si tout ça avait été déployé, par les autorités de santé publique sous forme de token, donc un code que l'individu décidant d'utiliser l'application entrait lui-même. Toutes ces données, en plus, auraient été transmises de façon hachée à différents serveurs d'anonymisation. Donc, on avait atteint un niveau de dépersonnalisation quasiment absolu, mais on avait besoin tout de même, pour ce projet, de garder quelques identifiants pour être capable simplement de faire les liens de traçage minimum. Si on avait tout anonymisé dans n'importe quelle application de traçage, si on anonymise vraiment tout au sens où on ne peut plus jamais réidentifier la personne, on ne peut pas non plus effectuer le traçage. Ça ne fonctionne pas techniquement, si vous voulez. La pseudonymisation, c'est la mesure, et le projet de loi 64 d'ailleurs en parle, et prévoit expressément qu'on peut effectuer de la recherche sur des données pseudonymisées. Alors, le projet 64 prend une position assez intéressante d'ailleurs sur la question, en disant que dès lors qu'on enlève les identifiants directs, c'est suffisant. C'est de la donnée pseudonymisée, suffisamment anonymisée pour faire de la recherche sans consentement, ce qui est intéressant comme approche. Ça ressemble un peu à l'approche américaine, sous VIPA. Mais si on veut avoir des vrais projets d'intelligence artificielle qui viennent améliorer la vie des citoyens et la vie des entreprises et notre économie, si on veut s'en servir de ces données, il va falloir qu'on accepte qu'on utilise des données pseudonymisées, parce que sinon, tout cela ne servira à rien. Et le test pour déterminer si c'est suffisamment protégé, la donnée pseudonymisée, il faut quand même un effort pour la réidentifier. Il faut avoir une base de données qui vient colliger et qui vient réidentifier l'individu, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, ça implique quand même de ne pas être... c'est pas n'importe qui peut s'amuser à identifier des données, par exemple, avec l'application COVID. Ce n'est pas simple à effectuer. Alors, un pirate informatique, s'il veut rentrer dans un système et s'il a l'habitude de hacker une banque ou une entreprise de services financiers, il va réussir certainement à hacker une application comme cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire des données? Il va savoir que Madame Machin a eu le coronavirus à tel moment. Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce que l'impact est supérieur à Madame Machin gagne tant, son numéro d'assurance sociale c'est ça,
son compte Facebook, c'est ceci, son profil LinkedIn, c'est cela, et elle a 3 enfants qui vont à telle école. Qu'est-ce qui est le plus grave? Enfin, je veux dire, il faut aussi mesurer le préjudice potentiel lié à la réidentification des données. Et là, je crois que sur notamment cette sujet des applications de traçage, il y a eu un engouement un enflement proportionné. Ouais. Maître Bernier, concernant la question de pseudonymisation versus anonymisation. Moi, j'aimerais partager avec vous qu'en 2015, j'ai eu une révélation. Et j'écrivais un article sur la vie privée et les pandémies. À ce moment-là, je faisais mon étude à partir de l'Ebola. Et cette révélation que j'ai eue, c'est que dans le paradigme de surveillance sanitaire, il faut accepter que les données personnelles sont nécessaires. Je lisais par exemple dernièrement un article par des gens que je ne nommerai pas qui disaient « Oh non, non, ne vous en faites pas parce qu'on peut très bien faire des applis qui soient parfaitement anonymes. » Mais je me rappelais, il faut changer de paradigme quand on est dans la surveillance sanitaire. Il faut accepter dès le départ, et Maître Henry vient de l'expliquer bien, il faut accepter dès le départ que les données personnelles sont souvent essentielles, de sorte que la donnée pseudonymisée, elle reste une donnée personnelle puisque, effectivement, comme le disait Maître Henry, avec la réconciliation sur une liste maîtresse, on peut effectivement faire le lien entre la donnée substantielle et la donnée nominative. Mais effectivement, c'est la protection qui permet, dans le cadre de la surveillance sanitaire, d'avoir à la fois la réalisation des objectifs de santé publique et la préservation de la vie privée. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que lorsqu'on parle de surveillance sanitaire ou de santé publique, on est dans un paradigme tout à fait particulier de protection de la vie privée. Merci pour cette réponse. On va poursuivre dans le contexte des applications. On sait qu'en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a approuvé l'application de traçage Stop COVID qui est utilisée là-bas en l'espace d'un mois, alors que, bon, on sait que le RGPD est la législation la plus protectrice des renseignements personnels qu'on a dans le monde. Maître Bernier, qui avait servi comme commissaire à la protection de la vie privée, pensez-vous qu'une telle réactivité, ou du moins une telle collaboration, co-construction, je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on peut utiliser, de la part de nos autorités en matière de protection de la vie privée, donc la CAI ainsi que le CPVP, pourrait être possible ici au Canada et favoriser là, justement le déploiement de l'innovation au Québec, au Canada de façon rapide, ou est-ce que ça vient plutôt ralentir les processus? C'est certainement possible. Et moi, j'ai très bien compris et franchement louangé la CNIL pour leur rapidité de réaction. Il faut comprendre la situation dans laquelle la France était. Il faut aussi comprendre que l'appli que la CNIL considérait, c'était une appli qui était volontaire et la CNIL l'a approuvée, mais avec des conditions très claires qui, effectivement, protègent la vie privée. Quant à votre question, est-ce que ça pourrait se faire ici? Absolument. Parce que si une entité fédérale choisissait, par exemple, de mettre en œuvre l'appli, disons que Santé Canada disait, bon, on va mettre en œuvre telle appli, le Conseil du Trésor exige l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Comme le disait si bien Maître Henry tout à l'heure, il y a déjà toute une matrice à remplir. Les questions sont là, c'est très simple. Voici de quoi ça a l'air une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. D'ailleurs, nous avions émis
des instructions quand j'étais au commissariat à la protection de la vie privée sur comment faire ces évaluations. Donc, tous les instruments sont là pour réagir très vite. La grande différence entre le CPVP, disons, et la CAI et la CNIL, ce sont vraiment les circonstances. C'est-à-dire que le Canada, Dieu merci, ne s'est pas trouvé dans l'état d'urgence où s'est trouvée la France. Maître Henry, avez-vous quelque chose à ajouter? Je suis d'accord avec Maître Bernier. Je pense qu'effectivement, le contexte d'urgence était très, très différent et que ça a forcément créé une réaction, un niveau d'urgence au sein des commissariats très différent. Mm-hmm. Il est plus facile tout de même, nous, en tant que praticienne, dans le privé, je dirais, de l'autre côté du miroir, il est plus facile de traiter de ces questions traditionnellement avec le commissariat fédéral qu'avec la CAI. Et je pense que la CAI a des effectifs, des moyens qui sont faibles encore aujourd'hui, que le gouvernement n'a peut-être pas investi beaucoup. C'est une petite organisation à l'échelle même du Québec. C'est une petite organisation qui, si on lui donne les pouvoirs que souhaite lui donner le projet de loi 64, vont devoir être accrus parce qu'on ne peut pas, je pense, exiger de la CAI qu'elle applique cette loi avec ce qu'elle comporte comme sanctions et comme risques pour les entreprises sans la doter des moyens nécessaires et en termes de ressources et de personnel pour mettre en œuvre correctement cette législation. Donc, je pense qu'on va assister à un changement, on devrait assister, je le souhaite en tout cas, pour eux et pour nous, à une expansion de la CAI qui va devoir ressembler un peu plus à un régulateur européen et avoir tout un volet, je pense, conseil aux entreprises qu'elle n'a pas aujourd'hui. C'est un très bon point que vous partagez ici. J'aimerais signaler quelque chose, Simon. Oui, allez-y. C'est que il y a également si on peut dire, dans le four en train de cuire, peut-être déjà cuite et prête à mettre sur la table dès qu'il va y avoir de l'espace, une loi fédérale modernisant la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui s'appelle la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques. Alors, ça sera très intéressant de voir comment les deux lois se comparent parce que ça risque de créer un contexte, disons, un contexte national assez intéressant. Moi, en tout cas, je suis très curieuse de voir comment les deux lois vont s'harmoniser. Puis on peut ensuite penser à un effet peut-être même boule de neige dans les autres provinces canadiennes là, qui peut avoir tendance à s'inspirer de la loi fédérale. Absolument. Et tous les commissariats réclament des pouvoirs de sanction depuis de nombreuses années, on le sait. Donc, on sent que c'est le vent qui tourne en ce moment et ça commence à tourner au Québec. On attend impatiemment le projet fédéral. Oui, ça faisait longtemps qu'on attendait que le vent tourne, j'ai l'impression. L'une des principales inquiétudes, dont on a parlé un peu des inquiétudes qui sont sorties dans les dernières semaines là, concernant les applications de traçage ici chez nous, c'est l'utilisation des données qui sont collectées par les applications à des fins autres que celles de la lutte à la COVID-19. L'exemple de l'Australie est intéressant parce que l'Australie a choisi de criminaliser l'utilisation secondaire des données collectées par l'application du gouvernement COVID-Safe là-bas. Au Québec, comme dans le reste du Canada et dans la plupart des pays dotés de législation en matière de protection des renseignements personnels, la loi permet une utilisation des données à des fins qui sont compatibles avec les fins pour lesquelles elles ont été collectées au départ. Et dans le contexte d'une application de traçage des contacts binaires, là, comme on peut entendre parler, ou d'une application de exposure notification comme celle de COVI, là, qui sont deux approches différentes, qu'est-ce qu'on peut penser qui pourrait être des fins qui sont compatibles avec les fins pour lesquelles les données sont collectées? Et je peux adresser la question à Maître Henry en premier. Je pense que dans ce contexte, les fins compatibles, elles sont assez étroites, compte tenu de l'attente raisonnable des citoyens qui vont l'utiliser. Moi, ma première action, quand on parle de fins compatibles pour ce type d'application, c'est des fins de surveillance sanitaire,
comme vous l'évoquiez, Maître Bernier. Donc, c'est utiliser ces données en format, par exemple, en format agrégé, pour avoir des données statistiques sur l'évolution de l'épidémie, sur les taux de contagion, et donc pouvoir ensuite créer, améliorer, modifier des politiques publiques à la lumière de ces données. Donc, je ne vois pas beaucoup d'utilisation compatible autre pour moi que la surveillance sanitaire, compte tenu de la sensibilité de la donnée et du contexte dans lequel on la collecte. Et dans ce contexte-là des fins compatibles des données collectées par les applications de traçage, Maître Bernier, qui vérifie ou joue le rôle de vérifier que les fins secondaires sont bel et bien compatibles dans un contexte d'application de traçage? Eh bien, ce sont les régulateurs, vraiment. Donc, si on prend le gouvernement fédéral, parce que, comme disait Maître Henry, le commissariat à la vie privée du fédéral est plus étoffé et a plus de moyens, ils ont donc un droit de vérification qui n'est pas limité, c'est-à-dire qui est strictement à partir de le jugement du commissaire qu'il y a un risque qui justifie une vérification. Et donc, ils peuvent justement décider d'aller vérifier. Par exemple, ce serait l'application ou la mise en œuvre de l'appli telle depuis un an. Qu'est-ce qu'on fait véritablement de ces résultats? Alors, à ce moment-là, oui, ils pourraient voir s'il y a eu des utilisations à des fins non compatibles. Pour vous donner un exemple concret, lorsque en 2009 et puis 2010, donc on a fait une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sur les scanners corporels dans les aéroports. Alors, nous avions vraiment tout examiné la chose, nous avions fait des recommandations pour que ça reste compatible avec le droit à la vie privée, mais un an plus tard, on a quand même fait une vérif pour s'assurer que toutes les recommandations que nous avions faites étaient mises en œuvre, et une d'entre elles était, est-ce qu'effectivement, il y a respect de l'utilisation des fins compatibles? Bon, c'était bien, on a trouvé qu'effectivement, il y avait eu respect de nos recommandations, mais c'est un exemple concret pour vous où, effectivement, de notre propre initiative au commissariat, nous sommes allés inspecter pour nous assurer que la technologie qui était absolument envahissante, intrusive, était tout de même appliquée dans le respect du droit à la vie privée. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans tout le débat entourant les applications de traçage, c'est qu'on a des régulateurs qui peuvent venir vérifier comment les données sont utilisées. C'est pas on envoie ça dans une boîte noire, puis on signe un chèque en blanc. On peut maintenant passer à la phase de questions du public. J'aurais pu revenir avec d'autres questions comme ça, mais je pense que c'est important que le public puisse également profiter des deux formidables invités qu'on a. Alors, en première question là, qui nous venait de Pierre, qui remonte plus à la première question que je vous ai posée là, concernant les employeurs. Maître Henry, vous avez fait part de certains formulaires là, qui peuvent être demandés aux employés, mais le consentement des employés est quand même nécessaire, ou est-ce que l'employeur peut imposer le fait de remplir le formulaire? Alors, le consentement d'employé, on pourrait écrire une thèse de doctorat, je pense, sur cette question. Est-ce vraiment un consentement manifeste, libre et éclairé? Bon. Oui, enfin, l'employé, il faut qu'il remplisse le formulaire. En même temps, il ne faut pas oublier quand même que l'employeur, il a l'obligation d'assurer un lieu de travail sûr et exempt de tout risque de contagion. Hein. Il a la loi sur la santé et la sécurité du travail, l'article 51, qui l'oblige à cela. Et dans le contexte d'une pandémie, cette loi, elle prime. Hein. Les préoccupations de l'employeur pour assurer que ses employés ne sont pas contagieux et qui contaminent leur vie personnelle, elles prennent le pas sur d'autres obligations. Et le fait que l'employeur pose des questions qui sont aujourd'hui considérées comme raisonnables, telles que celles que recommande la CNESST, il me semblerait difficile pour un employé de refuser d'y répondre au motif que cela serait intrusif de sa vie privée.
faudrait pas défendre cet employé-là, quoi. Bon, merci. On va passer comme en rafale, comme ça, d'autres questions. Est-ce que le fait une question qui me vient de Roxane, est-ce que le fait d'obliger une personne à participer à une rencontre ou par visioconférence ou de donner sa prestation de travail par visioconférence, par exemple un enseignant qui devrait être obligé de donner son cours à distance par visioconférence, pourrait être considéré comme une atteinte au droit à l'image et à la vie privée? Maître Bernier, qu'est-ce que vous pensez de ça? Que c'est intéressant. Moi, spontanément, je suis portée à dire non. Ceci étant dit, si j'étais l'employeur et que c'était possible de permettre une participation sans le vidéo, c'est certainement ce que je choisirais à partir du test que je vous ai mentionné au début, c'est-à-dire que l'employeur ne peut imposer des limites à la vie privée en milieu de travail dans la mesure où c'est nécessaire. Alors, si ce n'est pas nécessaire que l'employé soit vu, que c'est assez que l'employé soit entendu, à ce moment-là, moi, je dirais que d'imposer l'image, ce serait une violation de la vie privée de l'individu. Voyez-vous, c'est vraiment une question contextuelle, comme Maître Henry et moi, on vous dit depuis le début. Est-ce qu'il y a une nécessité? Est-ce qu'il y a un objectif d'affaires raisonnable qui justifie ce qui est tout de même une atteinte? Hein? On demande à l'employé de se révéler. Alors, si ce n'est pas nécessaire, je conseille à l'employeur de ne pas l'exiger. Mais dans le cadre de l'enseignement, par exemple, enfin, la nécessité, elle pourrait quand même être plutôt… Hein, on pèserait plutôt vers la nécessité quand on parle d'enfants au secondaire qui déjà ont du mal à apprendre en temps normal parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Alors, si en plus, ils ne voient pas leur professeur, là, il y a des contextes dans lesquels on peut raisonnablement s'attendre. On a eu, nous, des clients qui nous posent la question, est-ce que je peux forcer mes employés à être en visioconférence chaque fois qu'on se parle? Non. À moins que vraiment tu aies besoin de voir son visage, ses expressions faciales parce que tu l'interviews, on a une raison, vraiment une nécessité de voir la personne. Peut-être que cette personne vit dans un environnement qui n'est pas favorable à une vidéoconférence, qu'elle a des colocataires, qu'elle a des enfants qui courent partout. Bon. Et là, ce serait effectivement très intrusif. Donc, c'est très casuistique. On a une autre question intéressante ici là, qui nous vient de Jérémy. Le premier ministre Trudeau, je n'ai pas une petite écouteur là, ici là, qui vient de m'avertir, mais il vient tout juste d'annoncer le lancement d'ici quelques semaines d'une application de traçage au Canada en collaboration avec Shopify et BlackBerry. Et selon les propos de M. Trudeau, aucun renseignement personnel ne serait recueilli ou partagé et aucun service de localisation ne sera utilisé. La vie privée des Canadiens serait respectée. On se demande comment cette application-là peut être efficace, mais comment faire pour changer, la question de Jérémy, c'est comment faire pour changer la perspective de la population et mettre de l'avant la nécessité d'utiliser les données personnelles dans un contexte d'urgence comme une pandémie. J'ai envie de la lancer à vous deux, là, parce que c'est comme breaking news. Mais moi, je peux vous dire, Simon, que vous avez fait allusion tout à l'heure à l'article que j'ai publié dans la presse. En fait, j'en ai publié 2 articles dans la presse. Et je l'ai publié aussi des articles dans des revues juridiques, mais elles avaient un autre objectif. Les articles que je publie dans la presse, c'est justement pour, à mon avis, bien modestement, aider le public à naviguer dans ce dilemme. C'est-à-dire faire comprendre qu'il n'y a pas un vide juridique, il y a des règles sur lesquelles s'appuyer. Il y a également des mécanismes de conformité, des recours dont on peut se servir si on a l'impression que nos droits ont été enfreints. Alors, je crois que la façon d'aider le public à se familiariser avec cette nouveauté du contexte, nouveauté de la technologie, c'est la transparence. C'est donc en commençant, comme ce webinaire que vous faites, mais également des publications. Et le gouvernement doit être très, très transparent sur exactement comment vont fonctionner les applis et s'assurer que les citoyens
peuvent avoir un point de contact pour en savoir plus. C'est véritablement par la transparence qu'on va assurer également la légitimité de ces moyens. Oui, disons que concernant l'application de Shopify, on n'a pas eu énormément d'informations, donc je pense que les gens ont besoin de cette transparence-là là, plus que jamais parce que ça sonne un peu comme une surprise pour l'instant. Une autre question qu'on a ici, c'est concernant, on a fait référence au concept de Privacy by Design qui est incorporé maintenant dans le projet de loi 64 au Québec. Et Steve nous demande qui vient auditer la conformité des compagnies, savoir qui vérifie que le Privacy by Design est implanté. Maître Henry, est-ce que vous avez une réponse à cette question? D'abord, la compagnie elle-même. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon, non, allez-y, Maître Henry. Si vous vouliez adresser la question à Oui, allez-y, Maître Henry. Oui, allez-y. Pardon. D'abord, la compagnie elle-même, c'est-à-dire que la conformité interne, toutes les législations modernes sur les privés, d'abord, reposent sur la responsabilisation de l'entreprise à ce qu'elle soit conforme dans toutes les matières. Ce n'est pas juste la vie privée, hein. C'est les douanes, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tout le droit réglementaire. Le projet de loi 64 aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il, sur cet aspect de responsabilisation de l'entreprise, il crée ce qui est un peu l'équivalent du DPO en droit européen, qui est le responsable de la protection des renseignements personnels, le PRP. Et cette personne, c'est d'abord en principe le président de l'entreprise qui pourra déléguer, donc on fait monter la responsabilité tout en haut sur le dirigeant, de dire toi tu es responsable de t'assurer de la conformité de tes activités avec la loi. Et donc, c'est l'entreprise elle-même. Alors, ce sera certainement délégué, on leur souhaite, à des gens qui comprennent la protection de la vie privée dans l'entreprise, mais qui, eux, s'assurent que le Privacy by Design est bien implanté et que tout le reste, d'ailleurs, est aussi bien implanté, que les politiques sont en place, etc. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure avec Mme Bernier, les commissaires ont le pouvoir au fédéral de mener des enquêtes spontanées. Il y a un droit, dans le projet de loi 64, il y a aussi un droit d'action privée, les pouvoirs d'enquête. Il est important que les commissaires aient un droit d'audit, en fait, de vérification sur ce type de projet. Mais, comment dire, je pense qu'il ne faut pas non plus faire de ces préoccupations, des sujets d'intervention étatique systématique, quoi. C'est important que les entreprises soient responsabilisées, parce que good privacy is good business, on dit en anglais. Aujourd'hui, une entreprise qui est respectueuse de la vie privée et qui peut garantir à ses clients qu'elle offre un service qui est conforme à la loi, qui s'inspire des meilleures pratiques en matière de protection et de cybersécurité, elle vendra bien mieux ses services que quelqu'un qui fait n'importe quoi dans son sous-sol. On le sait tous. Donc, il y a aussi une responsabilisation financière, économique. Donc, on ne peut pas juste avoir un rôle de gendarme derrière. Et voilà, c'est aussi un incentive. Oui, et la loi, ce qui est intéressant, le projet de loi 64, parce que c'est pas encore une loi, responsabilise tout type d'entreprise. Parce que ce que je vois, il n'y a pas de seuil par rapport à plus petites, moyennes ou grosses entreprises. Maître Bernier, vous pensez quoi est-ce que ce projet de loi-là va imposer un fardeau trop lourd pour les PME? J'imagine que c'est des questions que vous avez souvent discutées là, au commissariat. Absolument, absolument. Je vais vous dire plusieurs choses. Premièrement, au commissariat, nous avions détecté que justement les PME étaient souvent les moins bien nantis en termes de protection des renseignements personnels. Alors, on ne peut pas dire que les PME ne seraient pas sujettes parce que les PME ont également des renseignements personnels. On ne peut presque plus faire de transactions sans renseignements personnels. Donc, il faut absolument inclure toutes les compagnies. Deuxièmement, parce que ça fait partie des coûts d'opération. C'est maintenant totalement intégré comme étant un risque central de l'entreprise. Alors, que ce soit une PME, que ce soit une start-up, quelle que soit la nature d'une petite entreprise, les enjeux de vie privée restent trop importants
pour qu'on fasse des exceptions de ce genre-là. D'ailleurs, fait intéressant, l'Australie, qui a tenté d'obtenir l'adéquation avec l'Europe, c'est-à-dire d'être reconnue comme ayant une loi sur la protection des renseignements personnels qui était assez adéquate pour que les renseignements européens puissent être transférés sans autre forme d'autorisation en Australie, a échoué à obtenir cette adéquation, alors que le Canada l'a obtenue pour la loi fédérale sur le secteur privé. Et la raison pour laquelle l'Australie a échoué, c'est parce que justement, l'Australie avait exclu les PME. Je pense que c'est tout à fait modulaire. Chaque entreprise va établir le programme de protection des renseignements personnels qui correspond à sa taille et à ses besoins. Donc, c'est tout à fait faisable. Et je vais vous dire une dernière chose, c'est que dans la dynamique de protection de la vie privée, Maître Henry a parlé de la dynamique consommateur. Exact, tout à fait, on le voit. Et il y a une autre dynamique commerciale que je vois de plus en plus, et c'est celle des investisseurs. J'ai de plus en plus de clients, soit c'est l'investisseur, soit c'est la start-up qui va chercher les investissements, ou dans tout le processus de diligence raisonnable, la question est, de façon centrale, avez-vous un bon programme de protection des données personnelles? Parce que sinon, l'investisseur ne prendra pas le risque d'investir dans votre entreprise. Et d'ailleurs, le projet de loi 64 demande que les entreprises se dotent de politiques et de gouvernance en matière de gestion des données et même qu'elles les mettent sur le web. Donc, peut-être que ça va rassurer certains investisseurs. On va passer peut-être à une dernière question qui nous vient de Nareg. En fait, on a parlé un peu de la visioconférence en milieu de travail et l'enjeu difficile de dire comment est-ce qu'un employeur peut imposer à l'employé, mais il y a quelque chose qui est arrivé récemment en lien avec ce type d'application-là. C'est des applications qui surveillent la prestation d'examens donnés en ligne. On peut penser à, bon, récemment, il y a eu l'examen du barreau, mais il y a toutes sortes d'examens qui vont se développer encore plus avec la rentrée à l'automne. Que penser de ce type d'application qui filme littéralement là, les étudiants pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de tricher à un examen au niveau de l'attente raisonnable de vie privée? Je ne sais pas, Maître Henry, Maître Dany, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je me lance ça comme ça. C'est encore ce critère de nécessité. Est-ce qu'on a besoin de s'assurer que vous ne trichez pas pendant l'examen? Oui. J'imagine que oui. Est-ce que vous êtes normalement surveillé par un surveillant qui passe dans les rampes en amphithéâtre quand vous êtes en examen? Oui. Alors là, à défaut, on a ce système de caméra. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question pour être très honnête, mais à moins que l'angle de la caméra soit hyper large ou qu'il y ait une autre captation qu'on garde les données pour d'autres fins, moi, ça ne me choque pas vraiment dans un contexte d'examen. Moi, comme vous, Maître Henry, moi non plus, c'est la première fois qu'on me pose la question, donc je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais ce qui me revient à l'esprit, c'est un précédent, une enquête qu'on avait faite au Commissariat à la vie privée du Canada lorsque j'étais là. Et c'était sur l'utilisation de l'empreinte de la main pour vérifier l'identité du candidat à l'examen. Parce que, évidemment, bon, on le sait, il y a des cas de fraude où l'étudiant un peu moins doué, ou en tout cas certainement pas très éthique, envoie une autre personne beaucoup plus connaissante pour prendre l'examen à sa place. Et à ce moment-là, certains examens où là vraiment c'était une question d'entrer dans un ordre professionnel, où ça venait avec le droit à pratiquer une certaine profession. Donc, on exigeait l'empreinte de la main comme identification. Et notre enquête avait conclu à la légitimité de cette collecte de données personnelles parce que, comme vient de le dire Maître Henry, le test de nécessité et de proportionnalité était rencontré. Donc, on m'informe qu'on a encore un peu de temps il nous reste 2 questions. Alors, je vais poursuivre si ça ne vous dérange pas. On a une question qui nous vient de
René, qui nous dit que fort souvent, lorsqu'on ouvre un site web ou une fenêtre, il y a un cookie qui apparaît et qui nous demande d'accepter des conditions, donc les fameuses conditions d'utilisation d'un site web. Quel rapport est-ce que ceci a avec le droit des données personnelles? Est-ce que c'est une violation de la vie privée? Allez-y, votre Henri, il y a plein de questions dans la question. Oui, c'est ça. Bon, alors, je pense que ce à quoi on fait référence, ce sont les bannières cookies qui nous disent si vous continuez votre navigation sur ce site web, vous consentez à la collecte conformément à notre politique de cookies. Oui, non, ou je comprends, ou rien, je ferme avec une petite croix. Je pense que c'est à cela qu'on fait référence. Le droit canadien en l'état aujourd'hui n'impose pas que ce type de bannière soit déployé. Maintenant, c'est une pratique qui est exigée en droit européen pour les entreprises qui sont situées dans l'Union depuis quelques années et qui permet de s'assurer qu'on a un consentement. Ça permet, quand on a des cookies sur un site, et tous les sites ont des cookies aujourd'hui, il y en a qui sont plus ou moins intrusifs. Surtout quand on a des cookies intrusifs ou qu'on collecte des données plus sensibles, ça nous permet d'avoir, pour l'entreprise, de documenter le fait que la personne a consenti à ce que cette collecte ait eu lieu parce qu'elle a cliqué sur la bannière. Voilà. La bonne pratique aujourd'hui en matière de cookies, c'est d'avoir un niveau de granularité suffisant dans ce consentement pour dire il y a des cookies essentiels que si on n'a pas sur le site ne peut pas fonctionner, donc ça, c'est pas optionnel. Mais en revanche, il y a des cookies de traçage pour des fins de marketing ou d'autres fins de profilage qu'on peut désactiver. Donc, on voit de plus en plus, et c'est très pénible en termes de navigation, quand on est beaucoup sur le web, comme on l'est tous, d'avoir à chaque fois une bannière qui s'ouvre. Et bon, ça correspond aujourd'hui à la meilleure pratique en matière de collecte d'un consentement, en termes de, je sais pas, est-ce que vraiment il y a ce qu'on appelle la cookie banner fatigue, hein, on a ras-le-bol des bannières, oui, donc on clique parce qu'on veut plus les voir. Est-ce que c'est un vrai consentement? C'est un peu ce que vous avez. Une fatigue qui risque peut-être de s'augmenter là, avec le nouveau projet de loi qui introduit la notion de consentement distinct. On peut penser qu'il va peut-être y avoir encore plus de demandes de cocher oui, cocher non lorsqu'on navigue sur Internet. Il y a aussi une petite révolution qui se fait dans le monde des cookies ou des témoins. Et ça provient de la California Consumer Privacy Act, le CCPA, qui exige maintenant qu'on donne le droit aux consommateurs de refuser qu'on vende ses renseignements personnels. Une façon de vendre les renseignements personnels, c'est justement de permettre à d'autres compagnies, à des tiers, de venir chercher avec des témoins les renseignements personnels de la personne qui navigue. Alors, tout ça pour répondre à la question de René, ce n'est pas une invasion de la vie privée. Au contraire, ça a été développé comme étant une protection. Et je pense que, comme vous dites si bien, Simon, la cookie fatigue va probablement augmenter parce qu'il est à prévoir que ces modalités d'options vont augmenter. Alors, on en est à notre dernière question, et là, c'est vraiment la dernière. C'est quand même une bonne question. Avec la COVID, on a vu des technologies de caméras infrarouges qui prennent la température des individus à distance être déployées et être même mentionnées comme respectant la vie privée, là, en parenthèse, RGPD compliant. Le problème, c'est que les employeurs les acquièrent à somme modique et vont parfois les utiliser de façon abusive. Un autre problème, c'est que les employés accordent relativement peu d'importance à leur vie privée et ne dénoncent pas ces utilisations. Un troisième problème, c'est que la CAI n'a pas d'intérêt ni les moyens pour agir. Alors, la question, c'est comment prévenir de tels abus? À qui vous dirigez la question, Simon? Je suis essoufflé de la lecture, là, donc je peux vous la diriger, Maître Bernier. Alors, je vais dire que, première chose, il faut faire une distinction entre l'instrument et son utilisation. Un instrument peut être tout à fait, n'a pas de légitimité. C'est son utilisation qui fait sa légitimité ou non. Pour ce qui est de la température, on le voit, Air Canada vient d'annoncer qu'il prendra la température des passagers.
grande controverse parce que la réponse c'est il y a collecte de données personnelles sans aucune preuve d'efficacité, qui est un des critères que Maître Henry avait énoncé dès le départ. Parce qu'on peut avoir de la température sans avoir le COVID et on peut avoir le COVID sans avoir de température. Donc, au niveau de l'efficacité, là, on ne rencontre pas les critères. Donc, prendre la température comme ça, tout azimut, non. Il faut absolument que ce soit cerné, justifié et de façon empiriquement justifiée. Et qu'est-ce que les régulateurs peuvent faire? Eh bien, soit ils ont un pouvoir d'audit et ils peuvent aller voir dans cette organisation ce qui se passe et pourquoi, mais il y a aussi les individus qui ont un recours tant à la CAI qu'au CPVP et faire une plainte, ce qui va saisir le régulateur du droit justement d'enquête dans cette pratique. Et si je ne me trompe pas, là, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information prévoit que pour ce type de données-là qui ont une sensibilité biométrique, il faut en aviser la CAI, n'est-ce pas, Maître Henry? Si on crée une base de données, s'il y a une base de données qui est créée, ce qui n'est pas toujours le cas des caméras thermiques, hein, il y a toutes sortes de solutions techniques et certaines d'entre elles, c'est live. Il n'y a pas de captation, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de collecte à proprement parler. C'est comme si vous passiez derrière un écran et qu'on voit des points rouges, verts, suivant la température, il n'y a pas de stockage. Donc, il n'y a pas toujours d'obligation de déclaration à la CAI pour ce genre d'utilisation. En tout cas, je suis un peu surprise tout de même de la question parce que on n'a pas eu de plainte, on n'a eu aucun écho en fait, d'utilisation par des employeurs de caméras thermiques au Québec. Alors peut-être qu'on n'a pas été ces dossiers, mais ça ne me semble pas être l'utilisation principale. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est pour les moyens de transport, train, via rail, avion. Et on peut comprendre la démarche dans laquelle s'inscrivent ces entreprises qui vont avoir des passages dans un lieu fermé pendant plusieurs heures consécutives et qui veulent s'assurer de réduire le risque. Alors, on utilise des caméras thermiques ou pas, mais il y a eu une plainte. Je pense qu'il y a des supermarchés aussi qui ont voulu s'en servir au Québec et ailleurs. Et il y a eu des plaintes qui ont été effectuées où ça s'est sorti dans la presse et ça a été retiré tout de suite. Bon. Encore une fois, dans la mesure où il y a beaucoup de faux positifs avec ce type de caméra, surtout en été, où tout le monde crève de chaud et on peut avoir toutes sortes de raisons d'avoir une température corporelle supérieure à 37. Effectivement, la nécessité, l'efficacité ne semble pas démontrée. J'ai l'impression, moi, que ça va disparaître tout seul un peu, ces caméras thermiques, dans les lieux qui ne sont pas confinés comme un moyen de transport. Alors, ça conclut notre discussion. J'aimerais tout d'abord remercier infiniment nos deux panélistes, Maître Bernier et Maître Henry, qui ont accepté notre invitation et qui ont pris le temps d'être avec nous malgré une semaine que l'on peut imaginer avoir été assez chargée compte tenu des récents développements législatifs. Merci. Merci à vous. Donc, on a vraiment assisté à une discussion fort intéressante qui participe à l'important débat public qu'il doit y avoir en lien avec les applications de traçage numérique, en lien avec la gestion de la pandémie et le respect de la vie privée. Je pense que c'est difficile à dire si on va finalement avoir une application. Là, on a eu une information, peut-être qu'il va y en avoir une, peut-être pour la deuxième vague. Mais bon, chose certaine, on va suivre de près ces développements-là, ainsi que les développements d'adoption du projet de loi 64 qui constitue une réforme majeure du droit à la protection des données au Québec. J'aimerais également remercier le public pour votre participation et vos questions pertinentes. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci et bonne fin de journée.